Ma copine m'a dit que je n'étais pas sa priorité pendant qu'elle préparait un voyage avec ses amis. Du coup, j'ai disparu sans prévenir. Et quand elle est revenue, me suppliant d'arranger les choses, j'ai découvert qu'elle préparait toujours un autre voyage. Ça fait 3 semaines que c'est arrivé, et je reçois encore des messages d'elle et de ses amis me disant que je dois lui parler et arranger les choses. Mais honnêtement, je pense que j'ai très bien géré la situation. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde me prend pour le méchant. Ma copine Sarah et moi sommes ensemble depuis 2 ans et 3 mois. Nous avons tous les deux 26 ans. Et jusqu'à ce que tout ça éclate, je pensais qu'on était plutôt soudés. On habite à environ 40 minutes l'une de l'autre, ce qui n'est pas idéal, mais on fait en sorte que ça marche. Elle a un groupe d'amis de fac avec qui elle est très proche, et ça ne m'a jamais dérangé, parce que tout le monde a besoin de ses amis, non? Mais maintenant, je vois qu'il y avait des signes avant-coureurs que j'aurais dû repérer plus tôt. Le groupe d'amis compte environ 6 personnes, 3 filles et 3 garçons. Ils ont tous fréquenté le même lycée public et se connaissent depuis la première année. Les garçons, c'est Marcus, Tyler et Josh. Et franchement, Marcus m'a toujours agacé, mais je n'ai jamais rien dit, car je ne suis pas le genre de petit ami à vouloir contrôler les fréquentations de sa copine. Marcus est du genre à se croire plus drôle qu'il ne l'est en réalité, et il fait toujours des commentaires qui frôlent l'inconvenant, sans jamais vraiment le franchir. Tu vois ce que je veux dire? Il dit parfois que Sarah est belle dans une certaine tenue, puis ajoute que c'est juste son avis sincère d'ami. Ou il plaisante sur la chance que j'ai de la voir, mais de cette façon, on dirait qu'il dit que je ne la mérite pas. Tyler et Josh sont des mecs plutôt normaux. Tyler est avec sa copine Emma depuis 4 ans, et Josh est célibataire. Mais il n'est pas du genre à faire des histoires. Mais Marcus est célibataire depuis 1 an et demi, et depuis la fin de sa dernière relation, il a de plus en plus de mal à fixer ses limites avec toutes les filles du groupe, pas seulement Sarah. Les problèmes ont vraiment commencé il y a environ 6 mois, quand elles ont toutes décidé d'organiser de grandes vacances en Floride pour les vacances de printemps. Je sais qu'elles sont toutes amies et qu'elles voyagent en groupe ensemble depuis la fac. Au début, Sarah m'a demandé si je voulais l'accompagner. J'ai dit oui, car j'aime voyager et je me suis dit que ce serait bien de passer plus de temps avec ses amis et de mieux les connaître. Mais environ 2 semaines plus tard, elle est venue me voir et m'a dit que ce serait peut-être mieux si on restait avec le groupe d'amis initial cette fois-ci, car elles avaient déjà tout prévu et réservé, pensant qu'elles seraient toutes les 6. J'étais un peu agacé, mais je comprends. Parfois, les groupes d'amis veulent faire leur propre truc et je n'allais pas en faire tout un plat. Alors j'ai dit d'accord, amuse-toi bien. Et j'ai commencé à organiser mon propre voyage avec mes amis pour la même semaine, ce qui n'a pas eu lieu. MDR. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir bizarres avec le temps que Sarah passait à préparer ce voyage. Chaque jour, elle était dans des groupes de discussion avec eux, parlant de ce qu'ils allaient faire, où ils allaient manger, des bars qu'ils voulaient visiter, des activités de plage qu'ils avaient prévues. Et je parle de plusieurs heures par jour. Elle passait son temps à envoyer des SMS dans ces groupes du réveil jusqu'au coucher, pendant qu'on regardait un film ou qu'on dînait. Elle vérifiait constamment son téléphone et répondait aux messages concernant le voyage. J'ai commencé à avoir l'impression de rivaliser avec ses vacances pour attirer son attention, et ce n'est pas une sensation agréable à avoir avec sa petite amie. Mais je ne voulais pas être ce type qui se plaint que sa petite amie a des amis et est excité par le voyage. Alors, je me suis tue et je me suis dit qu'une fois le voyage terminé, les choses rentreraient dans l'ordre. Puis, environ 1 mois avant le voyage, Sarah m'a dit que Marcus avait suggéré qu'ils se fassent tous faire des t-shirts assortis. Pas des t-shirts classiques, mais des t-shirts personnalisés avec une blague de la fac imprimée dessus et tout leur nom au dos, comme s'ils étaient une équipe de sport ou quelque chose comme ça. Elle m'a montré le design et c'était franchement assez gênant, mais peu importe. Si c'est ce qu'ils voulaient faire, tant mieux. Mais ensuite, elle m'a dit que Marcus avait aussi suggéré qu'ils se fassent tous des tatouages temporaires du même motif pour les photos pendant le voyage. Et je trouve ça un peu bizarre, comme si on avait tous 26 ans, pas 19. Mais encore une fois, je n'ai rien dit, car je ne voulais pas être le petit ami qui gâche le plaisir de sa petite amie. La semaine avant le voyage, Sarah a emménagé chez moi parce qu'elle disait que c'était plus facile de faire ses valises et de se préparer chez moi, vu que j'avais plus de place. Sauf qu'elle ne faisait pas vraiment ses valises. Elle passait littéralement tout son temps éveillée sur son téléphone avec une conversation de groupe. Elle passait la nuit allongée dans mon lit à parcourir des centaines de messages sur des sujets insolites, comme s'il devait apporter une glacière à la plage ou à quelle heure il devait partir dîner chaque soir. J'ai commencé à me sentir invisible chez moi.
C'est là que j'ai compris qu'elle n'était pas seulement excitée par un voyage entre amis. Elle privilégiait tout et tout ce qui était lié à ce voyage, au détriment de notre relation et de moi. Mais je n'ai rien dit, car je me disais qu'une fois le voyage terminé et qu'elle se serait évanouie, tout rentrerait dans l'ordre. La veille de leur départ, Sarah courait dans mon appartement pour préparer les affaires de dernière minute et elle avait son téléphone sur haut-parleur pour que je puisse entendre toute la conversation de groupe. Elles parlaient toutes de ce qu'elles allaient porter au restaurant le premier soir. Marcus n'arrêtait pas de dire qu'il avait hâte de voir toutes les filles bien habillées et qu'elles allaient faire tourner les têtes partout où elles allaient. Puis Marcus a dit quelque chose comme « Sarah, tu ferais mieux d'apporter cette robe noire. Tu sais de quoi je parle. » Et Sarah a rigolé et a dit « Oh, j'ai déjà tout emballé. T'inquiète. » Et moi, assise là, je me demandais « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi Marcus parle des vêtements de ma copine ? Et pourquoi elle rigole comme s'ils avaient une blague sur sa robe ? » Le lendemain matin, tout a basculé. Sarah s'est réveillée vers 6 heures, alors qu'il ne partait qu'à 10 heures, car elle voulait être parfaite pour le voyage. Elle est restée 2 heures d'affilée dans ma salle de bain à se coiffer et à se maquiller. Et je n'exagère pas quand je dis 2 heures, car j'étais allongé dans mon lit à regarder l'heure toutes les 15 minutes en me demandant quand elle allait avoir fini. Pendant qu'elle se prépare, elle a son téléphone posé sur le comptoir de la salle de bain et elle discute en vidéo avec les filles du groupe de leur tenue et de leur maquillage. Alors, j'entends toute cette conversation, et tout tourne autour de leur excitation, de la promesse que ce sera le meilleur voyage de leur vie, et du fait qu'ils le préparent depuis des mois. Puis Marcus rejoint l'appel vidéo et commence à dire des trucs comme « Mesdames, vous êtes toutes magnifiques ce matin et j'ai hâte de voir vos tenues de voyage. » Sarah est là, rigole et lui dit de se taire, mais avec ce ton dragueur, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'agace de plus en plus, mais j'essaie de rester cool. Alors je me lève et je prépare du café et le petit déjeuner pour nous deux, en me disant qu'on pourrait peut-être passer une bonne matinée ensemble avant qu'elle parte en voyage. Je l'appelle de la cuisine pour lui dire que le petit déjeuner est prêt, et elle me répond en hurlant qu'elle sera là dans quelques minutes. 20 minutes plus tard, elle est toujours dans la salle de bain, et ils parlent tous d'un bar où ils veulent aller le premier soir. Marcus dit qu'il est ravi d'être l'allié de Sarah si des mecs essaient de la draguer au bar. Sarah répond quelque chose comme « Je peux me débrouiller seule, mais merci de m'avoir soutenu. » Et ils rient tous. C'est là que je commence à trouver ça ridicule. Alors je vais à la porte de la salle de bain, je frappe et je lui dis que son petit déjeuner refroidit. Je lui demande si elle peut finir de se préparer pour qu'on passe un peu de temps ensemble avant son départ. Elle ouvre la porte juste assez pour passer la tête et me dit qu'elle a presque fini, mais c'est important parce qu'ils coordonnent leur tenue pour les photos. Je lui dis que j'ai préparé son petit déjeuner préféré et que j'espérais qu'on pourrait manger ensemble et peut-être juste discuter un peu, puisqu'elle part une semaine. Et elle me regarde comme si j'étais déraisonnable et dit « Chérie, j'essaie de me préparer. On peut parler à mon retour ?» Alors, je retourne à la cuisine et je suis là, planté là, à regarder ce bon petit déjeuner que j'ai préparé refroidir sur le comptoir. Je repense au fait que je n'ai presque pas eu de vraie conversation avec ma copine depuis des semaines, tellement elle est absorbée par la planification de ce voyage. Et je l'écoute dans la salle de bain, toujours en train de parler à Marcus et aux autres de leur projet. Et je réalise que je me sens comme un étranger dans ma propre relation. C'est là que j'ai décidé qu'il fallait que j'aie une conversation avec elle sur les priorités et la communication. Pas une dispute, juste une conversation sur le fait que je me sens déconnecté d'elle ces derniers temps et que je pense que nous devrions faire plus d'efforts pour prioriser notre relation. Alors, quand elle sort enfin de la salle de bain, absolument magnifique, je dois l'admettre, je lui dis qu'elle est magnifique et je lui demande si on peut s'asseoir pour prendre le petit déjeuner ensemble et parler de 2 ou 3 choses. Elle consulte immédiatement son téléphone et dit que le groupe va commencer. Elle conduit et doit finir de préparer ses dernières affaires. Je lui dis que je comprends qu'elle soit excitée par le voyage, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment communiqué depuis des semaines, et j'aimerais en parler. Elle se promène dans l'appartement, attrape des affaires au hasard et les fourre dans sa valise, et elle dit « Comment ça, on n'a pas communiqué ? On traînait tous les jours ensemble. » Alors je lui explique que oui, on était dans le même espace, mais qu'elle était constamment sur son téléphone avec le groupe de discussion, et j'ai l'impression qu'elle était complètement concentrée sur ce voyage plutôt que sur nous. Je lui dis que je n'essaie pas de gâcher son plaisir ou de la culpabiliser d'être excitée. Je veux juste m'assurer que notre relation reste une priorité pour elle.
C'est alors qu'elle arrête de faire ses valises et me regarde avec cette expression comme si je venais de dire quelque chose de complètement déraisonnable. Elle dit, bien sûr, notre relation est une priorité, mais ce voyage a lieu en ce moment et je dois me concentrer sur les préparatifs. On pourra parler de notre relation à mon retour. Je lui dis que c'est exactement ce dont je parle, qu'elle considère notre relation comme quelque chose qu'elle peut mettre de côté dès qu'une occasion plus excitante se présente. Elle adopte un ton défensif et me répond, ce n'est pas ce que je fais. Tu dramatises. Alors je lui demande directement, là, tout de suite. Quelle est ta priorité? Et elle n'hésite même pas à répondre, je me prépare pour ce voyage et je m'assure de ne rien oublier d'important. Je lui demande où notre relation se situe dans sa liste de priorités en ce moment. Elle doit y réfléchir une seconde avant de dire, notre relation est importante, mais elle ne va nulle part. Ce voyage n'aura lieu qu'une fois. C'est là que ça m'a frappé comme un éclair. Elle m'a dit directement que notre relation n'était pas sa priorité. Non pas que c'était une de ses priorités, mais que ce n'était absolument pas sa priorité. En gros, elle disait que notre relation serait toujours là pour qu'elle puisse l'ignorer dès qu'une occasion plus intéressante se présenterait. Je suis resté là un moment à digérer ce qu'elle venait de dire. Et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une conversation ou d'un voyage. Il s'agissait de sa vision globale de notre relation. J'étais la solution de secours, toujours là pendant qu'elle privilégiait tout ce qui était plus excitant ou immédiat. Alors, je l'ai regardée et je lui ai dit, bon, si c'est comme ça que tu vois les choses, alors je comprends. Elle n'a même pas remarqué que j'étais contrarié. Elle a juste dit, bien. Je suis contente que tu comprennes. Et je suis retourné faire mes valises. Je suis allé à la cuisine et me suis assise à table avec le petit déjeuner que j'avais préparé, qui était maintenant complètement froid. Et j'ai repensé à tout ce qui avait mené à ce moment. Les mois où j'avais l'impression de rivaliser avec ses amis pour attirer son attention, les semaines où elle avait privilégié la planification de ce voyage au détriment de moments privilégiés avec moi, et maintenant elle me disait directement que notre relation n'était pas sa priorité. Et j'ai réalisé que j'en avais fini. Pas forcément avec une relation, mais plutôt avec le fait d'être traité comme si j'étais optionnel. Fini d'être le type toujours là dès qu'il lui restait du temps après. Tout le reste. Alors, j'ai pris une décision, là, à la table de la cuisine. Si je n'étais pas sa priorité, je n'allais pas faire comme si elle était la mienne non plus. Si notre relation pouvait être mise en suspens dès qu'un événement plus excitant se présentait, alors je pouvais la mettre en suspens aussi. Je me suis levé de table, je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Sarah était dans le salon, toujours en train de faire ses valises et de parler au téléphone avec le groupe pour savoir quand ils se retrouvaient. Je suis ressorti avec mon sac et elle m'a regardé, perplexe, et m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que j'allais rendre visite à mon frère à Denver pour quelques jours. Elle m'a demandé pourquoi je partais maintenant alors qu'elle était sur le point de partir en voyage et je lui ai dit que ça semblait être le bon moment, car elle allait être occupée par ses priorités. Elle m'a demandé si quelque chose m'énervait et je lui ai répondu que non. Je comprenais parfaitement ses priorités et je prenais mes propres décisions en fonction de cela. Elle m'a regardé comme si elle essayait de deviner si j'étais sarcastique, mais j'ai gardé un ton neutre et direct. Puis son téléphone s'est mis à sonner, Marcus appelait pour lui dire qu'ils se retrouvaient tous chez Tyler dans 30 minutes pour charger les voitures. Elle a répondu et lui a dit qu'elle serait bientôt là, puis a raccroché et m'a dit qu'elle devait partir immédiatement. Je lui ai souhaité un bon voyage et espéré qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle avait en priorité. Elle m'a fait un bisou rapide et m'a dit qu'elle m'appellerait dès leur arrivée en Floride, puis a pris ses bagages et est partie. Dès que sa voiture a quitté mon allée, j'ai appelé mon frère Jake à Denver. Je ne lui avais pas parlé depuis 2 mois, mais nous avons toujours été proches, et je savais que je pouvais dormir chez lui quelques jours si j'avais besoin de m'évader et de réfléchir. Jake a répondu, et je lui ai dit que j'avais besoin de quitter la ville quelques jours et je lui ai demandé si je pouvais venir chez lui. Il a senti que quelque chose se tramait, car ce n'est pas mon genre de quitter la ville comme ça. Mais il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste dit, bien sûr, et m'a dit de conduire prudemment. J'ai jeté mon sac dans ma voiture et j'ai pris la route pour Denver. C'est à environ 6 heures de route de chez moi, et j'ai eu tout le temps de réfléchir. Plus j'y pensais, plus je réalisais que le fait que Sarah m'ait dit que je n'étais pas sa priorité n'était pas un coup de tête. C'était une façon honnête de dire ce qu'elle ressentait vraiment. Et j'ai repensé à toutes ces fois, ces derniers mois, où j'avais eu l'impression de passer au second plan par rapport à d'autres choses dans sa vie.
Je suis arrivé chez Jake vers 16h et il m'a regardé et a su qu'il s'était passé quelque chose d'important. Il ne m'a pas poussé à en parler tout de suite. Il a juste ouvert une bière, me l'a tendue et m'a dit que je pourrais lui raconter ce qui se passait quand je serais prête. Ce soir-là, on a commandé une pizza et regardé un match de basket, et je lui ai tout raconté. Jake a tout écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, il m'a demandé, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui ai dit que je n'en savais rien. Je savais juste que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce que je ressentais. Pendant ce temps, le voyage de Sarah commençait et je voyais sur les réseaux sociaux qu'ils étaient arrivés en Floride et qu'ils postaient déjà des photos de la plage. Ils avaient l'air de s'amuser, franchement, c'était parfait. Le premier soir, elle m'a envoyé un texto vers 23h, heure locale, pour me dire qu'ils étaient arrivés sains et saufs et que l'hôtel était vraiment bien. Je lui ai répondu que c'était bien et que j'étais content qu'ils soient arrivés sains et saufs. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et je lui ai répondu que oui. J'étais à Denver pour rendre visite à Jake. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que j'allais rendre visite à Jake, et je lui ai répondu que c'était une décision impulsive. Elle n'a pas répondu après ça, et j'ai supposé qu'elle était probablement sortie dans des bars avec le groupe. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto d'elle avec plein de photos de leur premier jour, à la plage, au restaurant, etc. J'ai regardé toutes les photos et j'ai répondu avec un air amusé, et c'était tout. Ce schéma s'est poursuivi les jours suivants. Elle m'envoyait des photos et des nouvelles de leurs activités. Je répondais poliment, mais brièvement, et notre communication s'arrêtait là. Je sentais bien qu'elle commençait à remarquer que je n'étais pas aussi impliqué que d'habitude, car ses messages devenaient plus longs et plus détaillés, comme si elle essayait de me faire répondre plus que quelques mots. Pendant ce temps, je passais un super moment à Denver avec Jake. Nous avons fait de la randonnée, visité des brasseries, fait le point sur nos vies. C'était exactement ce dont j'avais besoin, et je me suis rendu compte que je me sentais plus détendu et heureux que depuis des mois. Jake et moi avons reparlé de la situation de Sarah à plusieurs reprises, et il m'a donné un point de vue qui m'a vraiment aidé. Il a dit que Sarah semblait avoir pris l'habitude de me prendre pour acquis et qu'un peu d'espace l'aiderait peut-être à comprendre ce qu'elle faisait. Il a aussi ajouté que si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas sa priorité, il faut le croire et agir en conséquence. Le 4e jour du voyage de Sarah, elle m'a appelé au lieu de simplement m'envoyer un SMS. J'étais en randonnée avec Jake, donc je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal disant que je lui manquais et me demandant si tout allait bien, car je semblais différente dans mes messages. Elle a dit qu'elle voulait avoir une vraie conversation et m'a demandé de la rappeler. Je ne l'ai pas rappelée ce jour-là, car je ne me sentais pas encore prête à avoir une conversation sérieuse. Le soir même, elle a rappelé et cette fois, j'ai répondu. Elle m'a immédiatement demandé si j'étais en colère contre elle à propos de quelque chose, et je lui ai dit que non. Je voulais juste lui laisser de l'espace. Elle s'est tue un instant, puis m'a demandé ce que je voulais dire par là. Alors, je lui ai rappelé notre conversation avant son départ, lorsqu'elle m'a dit que notre relation n'était pas sa priorité pour le moment. Je lui ai dit que je respectais cela et que j'ajustais simplement mes attentes en conséquence. Elle a commencé à dire que je prenais la conversation mal, mais j'ai entendu Marcus en arrière-plan parler d'aller dîner et elle m'a dit qu'elle devait y aller, mais qu'on en reparlerait plus tard. Cet appel a duré environ 5 minutes. Le lendemain, j'ai décidé de prolonger mon séjour à Denver. Je devais rentrer chez moi ce jour-là, mais je passais un si bon moment avec Jake que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune raison de me précipiter. Le voyage de Sarah ne se terminait que dimanche, et j'appréciais ce temps pour moi, pour réfléchir à ce que j'attendais d'une relation. J'ai donc appelé mon patron et lui ai demandé si je pouvais télétravailler quelques jours de plus. Heureusement, il était d'accord, car je ne demande généralement pas de congé et je pouvais gérer la plupart de mon travail de n'importe où avec Internet. C'est là que Sarah a commencé à remarquer que quelque chose avait vraiment changé. Elle m'a envoyé un texto pour me demander quand je rentrais et je lui ai dit que j'avais décidé de rester à Denver un peu plus longtemps, car je passais un bon moment. Elle m'a immédiatement appelé pour me demander ce qui se passait et pourquoi je prolongeais mon voyage sans lui en parler. Je lui ai dit que je faisais comme elle, je prenais des décisions en fonction de mes priorités sans la consulter au préalable. Elle m'a répondu que c'était complètement différent, car elle avait planifié son voyage des mois à l'avance et que j'avais décidé de quitter la ville sans réfléchir. Alors je lui ai demandé quelle était la différence, et elle n'a pas vraiment su me répondre. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était différent et que j'étais bizarre et distant. Je lui ai répondu que ce n'était pas le cas.
J'étais honnête sur ma position et j'adaptais mon comportement en conséquence. La conversation s'est un peu envenimée, car elle insistait sur le fait que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire quand elle disait que notre relation n'était pas sa priorité. Elle a dit qu'elle pensait juste à ce moment précis. À ce moment précis, elle devait se concentrer sur les préparatifs de son voyage. Mais je lui ai rappelé qu'elle avait donné la priorité à ce voyage et à tout ce qui s'y rapportait depuis des mois, pas seulement ce matin-là. Elle s'est mise sur la défensive et m'a dit que j'étais injuste et qu'elle avait le droit d'être excitée à l'idée d'un voyage avec ses amis. Je lui ai dit qu'elle avait tout à fait le droit d'être excitée et de prioriser ce qu'elle voulait, mais qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que je reste les bras croisés à attendre qu'elle ait du temps pour moi une fois tout le reste réglé. C'est là qu'elle a dit quelque chose qui a confirmé tout ce que je pensais. Elle m'a dit, « Je ne comprends pas pourquoi c'est si important. Tu sais, je t'aime et tu sais que notre relation est solide, alors pourquoi ne peux-tu pas simplement m'encourager à m'amuser avec mes amis ?» Et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait vraiment pas le problème. Dans son esprit, parce qu'elle m'aimait et que notre relation était solide, elle pouvait la considérer comme moins importante que tout le reste, car elle serait toujours là. Elle considérait notre relation comme si solide qu'elle n'avait pas besoin d'attention. Je lui ai dit que l'amour ne suffisait pas s'il n'était pas soutenu par des actes et des choix. Je lui ai dit que dire à quelqu'un qu'il n'est pas notre priorité et s'attendre à ce qu'il l'accepte parce qu'on l'aime n'était pas le principe d'une relation saine. Elle s'est tue et m'a dit qu'elle devait réfléchir à ce que je disais. Je lui ai dit que c'était normal. Elle devrait prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir et que j'allais continuer à profiter de mon séjour à Denver. Le reste de son voyage a été étrange. Elle a continué à m'envoyer des SMS de temps en temps, mais sur un ton différent. Elle essayait de voir comment j'allais réagir. Elle m'envoyait des photos et je répondais poliment, mais je n'étais plus aussi engageant qu'avant. Je ne posais plus de questions complémentaires ni ne faisais de commentaires sur le plaisir que tout avait. Je traitais ces nouvelles comme je traiterais celles de n'importe quelle connaissance. Pendant ce temps, je passais un super moment à Denver. Jake et moi sommes allés voir un match des Rockies. On a visité des musées. On est allé dans un restaurant incroyable à la montagne. J'ai posté quelques photos sur les réseaux sociaux et j'ai vu que Sarah les regardait tout immédiatement après. Le dernier jour de son voyage, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait réfléchi à notre conversation et qu'elle voulait qu'on se parle à son retour. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, mais que je ne comptais pas être à la maison à son retour parce que j'étais encore en train de profiter de Denver. Elle m'a demandé quand je comptais rentrer, et je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr. Peut-être dans quelques jours. Elle a dit qu'elle voulait vraiment me voir et parler de tout en personne. Je lui ai dit que je comprenais, mais que j'allais d'abord terminer mon séjour ici. C'est là qu'elle a commencé à paniquer. Elle m'a demandé si j'avais l'intention de rompre avec elle, et je lui ai répondu que je n'avais rien prévu. Je vivais les choses au jour le jour et savourais mes priorités. Elle a compris l'importance que j'avais accordée au mot « priorité » et s'est tue. Elle a dit qu'elle commençait à comprendre qu'elle m'avait blessé et qu'elle voulait arranger les choses. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de sentiments blessés, mais d'approches relationnelles incompatibles. Elle m'a demandé ce que je voulais dire et je lui ai expliqué qu'elle considérait notre relation comme stable, qu'on pouvait prioriser dès qu'une opportunité plus intéressante se présentait. Alors que je considérais les relations comme quelque chose qui nécessitait une attention et une priorisation constante pour rester saine, elle a dit qu'elle n'y avait jamais pensé sous cet angle et m'a demandé si on pouvait parler davantage à son retour. Je lui ai dit qu'on pouvait parler quand elle le voulait, mais que j'allais continuer à faire mes propres affaires jusqu'à ce que je me sente prêt à en parler. Sarah est rentrée de voyage dimanche, et j'ai pu constater sur ses réseaux sociaux qu'elle était rentrée saine et sauve. Elle m'a envoyé un texto ce soir-là pour me dire qu'elle était à la maison et me demander quand je pensais être prête à parler. Je lui ai dit que j'étais encore à Denver et que je la préviendrais quand je serais prête. Lundi matin, elle a commencé à m'appeler à plusieurs reprises. J'ai répondu à l'un d'eux et elle pleurait, disant qu'elle n'arrêtait pas de penser à notre conversation et qu'elle réalisait qu'elle me prenait pour acquis. Elle a dit qu'elle voulait arranger les choses et m'a demandé quand je rentrais. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle ait pris le temps de réfléchir à tout ça, mais que j'avais besoin de plus de temps pour digérer la situation. Elle m'a demandé combien de temps, et j'ai répondu que je ne savais pas combien de temps cela prendrait. C'est là qu'elle a vraiment commencé à paniquer. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais traîner les choses et pourquoi je ne rentrais pas simplement pour qu'on puisse arranger les choses. Je lui ai dit que je faisais exactement comme elle. Elle a dit que ce n'était pas la même chose et je lui ai demandé d'expliquer la différence. Elle n'a pas su me donner de réponse satisfaisante.
Elle n'arrêtait pas de répéter que c'était différent et qu'elle avait besoin de me voir. Je suis resté à Denver 2 jours de plus et, pendant ce temps, Sarah n'arrêtait pas de me téléphoner. Elle m'envoyait des textos à longueur de ligne, me disant combien elle était désolée et comment elle avait compris qu'elle avait eu tort de privilégier le voyage à notre relation. Elle m'appelait plusieurs fois par jour pour me demander quand je rentrais. Mais voilà ce qui a vraiment scellé mon départ. Pendant que Sarah m'envoyait tous ces messages, me disant combien elle était désolée et combien je lui manquais, je voyais sur les réseaux sociaux qu'elle passait du temps avec Marcus, Tyler et Joshua. Ils publiaient des photos de dîners et de bars, perpétuant apparemment l'ambiance de vacances maintenant qu'ils étaient de retour. Elle me disait donc combien je lui manquais et qu'elle voulait arranger notre relation, mais elle continuait à privilégier les personnes qui comptaient plus que moi depuis des mois. Cela confirmait tout ce que je pensais de sa vision des relations. Quand je suis finalement rentré mercredi, je n'ai pas prévenu Sarah de mon arrivée. Je suis juste arrivé à mon appartement et j'ai repris mes habitudes. Elle m'a envoyé un texto ce soir-là pour me demander si j'étais libre de parler, et je lui ai dit que j'étais à la maison. Elle est arrivée 40 minutes plus tard et semblait avoir peu dormi. Elle a immédiatement commencé à s'excuser et à dire qu'elle comprenait maintenant son tort. Elle a dit vouloir faire des changements et donner la priorité à notre relation. J'ai écouté tout ce qu'elle avait à dire, puis je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que j'avais besoin de voir des actes, pas seulement des paroles. J'ai dit qu'au cours de la semaine passée, j'avais eu un aperçu de ce que c'était que d'être la priorité de quelqu'un, c'est-à-dire ma propre priorité. Et j'ai réalisé que je m'étais contenté de bien moins que ce que je méritais. Elle m'a demandé ce que je voulais dire et je lui ai dit que j'avais tout laissé tomber pour avoir du temps pour moi quand j'en avais besoin. Qu'il avait été pleinement présent lors de nos sorties au lieu de consulter constamment son téléphone et qu'il m'avait fait sentir valorisée et importante simplement en m'accordant toute son attention. J'ai dit que c'était aussi ce que j'attendais d'une relation amoureuse. Sarah m'a dit qu'elle comprenait et qu'elle voulait être cette personne pour moi. Je lui ai dit que j'espérais que c'était vrai, mais que je devais le constater régulièrement, pas seulement lorsqu'elle avait peur de me perdre. Nous avons discuté pendant quelques heures et elle n'arrêtait pas de me demander ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait rien faire de précis. Elle devait juste définir ses priorités et aligner ses actions sur celles-ci. Elle a dit que notre relation était sa priorité et je lui ai dit que c'était bon à entendre, mais que le véritable test serait son comportement futur, et non ce qu'elle a dit dans cette conversation. C'était il y a 3 semaines et, honnêtement, rien n'a beaucoup changé. Sarah a fait de son mieux pour passer plus de temps avec moi et être plus attentionnée, mais cela me semble forcé et temporaire. Elle se comporte de son mieux parce qu'elle a peur que je parte, et non parce qu'elle a réellement changé sa vision des relations. Et elle passe toujours son temps avec Marcus, Tyler et Josh. La semaine dernière, ils sont tous allés à un concert ensemble, et Sarah a passé toute la journée à échanger des SMS sur leur chat de groupe pour savoir comment ils allaient s'habiller et où ils allaient se retrouver. C'était comme revivre les vacances. Quand je lui ai fait remarquer cela, elle a dit que ce n'était qu'un concert et que ce n'était pas la même chose que les vacances. Mais je la voyais bien avec la même énergie obsessionnelle pour planifier et coordonner le groupe, vérifiant constamment son téléphone. Alors je lui ai dit que je pensais qu'on devrait faire une pause. Pas forcément rompre, mais juste arrêter de faire comme si tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Elle a paniqué et m'a dit qu'elle avait fait tant d'efforts et que ce n'était pas juste que j'abandonne. Je lui ai dit que je n'abandonnais pas. J'étais réaliste quant à notre incompatibilité. Elle considère les relations comme quelque chose qui devrait être là pour elle dès qu'elle est prête à s'y consacrer. Et je vois les relations comme quelque chose qui nécessite une priorisation constante pour être saine. Elle a dit qu'elle pouvait changer et qu'elle comprenait maintenant ce que j'attendais d'elle. Mais Marcus lui a envoyé un texto pendant notre conversation et elle a immédiatement vérifié son téléphone pour lui répondre. Quand je lui ai fait remarquer qu'elle venait de me prouver mon point de vue, elle a dit que ce n'était qu'une réponse rapide et sans intérêt. C'est là que j'ai compris que rien n'allait vraiment changer. Elle était peut-être plus consciente du problème maintenant, mais son instinct et son comportement naturel étaient restés les mêmes. Elle allait continuer à privilégier ce qui lui semblait le plus urgent ou le plus excitant du moment et s'attendre à ce que notre relation soit là, à l'attendre dès qu'elle serait prête à s'y consacrer. Alors je lui ai dit que je pensais que nous devrions officiellement rompre. Elle s'est mise à pleurer et à me supplier de reconsidérer ma décision, disant qu'elle ferait tout pour que ça marche. Je lui ai dit que le problème n'était pas qu'elle ne voulait rien faire, mais qu'elle ne comprenait fondamentalement pas ce qu'il fallait faire. Depuis, elle m'envoie des textos sans arrêt, m'appelle et débarque chez moi. Elle a impliqué ses amis,
et elles m'ont envoyé des messages me disant que j'étais trop dur, qu'elle m'aimait vraiment et qu'elle avait juste fait des erreurs. Mais voilà ce qui est vraiment révélateur, même maintenant, alors qu'elle est censée se battre pour notre relation, elle continue de privilégier sa discussion de groupe avec Marcus et les autres. Je vois sur les réseaux sociaux qu'ils prévoient tous un autre voyage pour le mois prochain, et Sarah participe à toutes les discussions. Du coup, elle me dit que notre relation est ce qui compte le plus pour elle, tout en planifiant de nouvelles vacances avec les mêmes personnes qui étaient plus importantes que moi avant. C'est comme si elle n'avait rien appris de toute cette expérience. Je ne réponds plus à ses messages, car je pense avoir tout dit. Je lui ai clairement expliqué le problème. Je lui ai donné l'occasion d'y remédier, et elle m'a montré par ses actes qu'elle n'est ni capable ni désireuse de faire les changements nécessaires pour que ça marche. Certains disent que j'ai mal géré la situation et que j'aurais dû mieux exprimer mes sentiments dès le début au lieu de disparaître à Denver. Mais je pense avoir été parfaitement clair. Je lui ai dit exactement ce que je ressentais et ce dont j'avais besoin, et elle m'a expliqué précisément où j'en étais. Tout ce qui s'est passé ensuite n'était que la conséquence naturelle de cette conversation. Je ne pense pas avoir tort de refuser d'être le plan de secours de quelqu'un. Je ne pense pas avoir tort de vouloir être avec quelqu'un qui choisit de donner la priorité à notre relation en permanence, pas seulement quand il a peur de la perdre. Et je ne pense pas avoir tort de croire les gens quand ils me disent qui ils sont et ce qui compte pour eux. Ida aussi, pour avoir disparu quand ma copine m'a dit que je n'étais pas sa priorité, puis pour avoir rompu avec elle alors que son comportement n'avait pas vraiment changé. Première mise à jour. Eh bien, Sarah a découvert ce post. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'une de ses amies l'a vu et a reconnu l'histoire, mais hier matin, elle m'a appelé, furieuse, pour savoir pourquoi je dévoilais nos affaires personnelles en ligne et la décriais mal aux yeux des inconnus. Je lui ai dit que je n'utilisais pas le vrai nom de personne et que je voulais juste un point de vue extérieur. Elle a répondu que ce n'était pas grave, car quiconque nous connaissait comprendrait qu'il s'agissait d'elle. Puis elle a dit que j'étais vindicatif et que j'essayais de la faire passer pour une mauvaise petite amie. Le plus drôle, c'est qu'elle était plus contrariée par ma publication sur Reddit que par nos vrais problèmes relationnels. Elle a passé 20 minutes à me crier dessus, me disant qu'elle était gênée que les gens l'insultent et la traitent de mauvaise petite amie, mais elle n'a pas pris le temps de parler du vrai problème. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment confirmé que j'avais pris la bonne décision de rompre. Elle a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu te laisses convaincre par des inconnus sur Internet de gâcher 2 ans ensemble. » Je lui ai dit que les inconnus sur Internet ne me convainquaient de rien. Ses propres paroles et ses propres actes l'ont fait. Je lui ai dit que si elle se souciait plus de l'image qu'elle avait d'elle sur Internet que de la façon dont elle me traitait dans notre relation, cela confirmait à peu près tout ce que je disais. Elle m'a raccroché au nez après ça, mais quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle voulait qu'on se voie en personne et parler sans public. Je lui ai dit que je pensais qu'il n'y avait plus rien à se dire et que je passais à autre chose. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Elle est arrivée chez moi vers 20 h avec une bouteille de vin et un sac de plats à emporter de mon restaurant préféré. Elle a dit qu'elle voulait cuisiner pour moi et passer une bonne soirée ensemble, comme avant. Je lui ai dit que j'appréciais son geste, mais que je n'étais pas à l'aise avec l'idée qu'elle débarque sans invitation, surtout après notre rupture. Elle s'est mise à pleurer et m'a dit que je lui manquais, qu'elle savait qu'elle pourrait arranger les choses si je lui laissais une autre chance. Mais voilà ce qui m'a vraiment énervé. Pendant qu'elle pleurait et me disait combien je lui manquais, son téléphone vibrait sans arrêt de notifications. Et je voyais bien sur son écran de verrouillage que c'était la discussion de groupe avec Marcus et les autres. Même pendant sa grande prière pour me récupérer, elle ne pouvait pas ignorer la discussion de groupe. Elle jetait constamment des coups d'œil à son téléphone et je voyais bien qu'elle mourait d'envie de consulter ses messages. Au bout d'une dizaine de minutes, elle a dit « Désolé, je devrais peut-être vérifier ça. C'est peut-être important. » Et elle a regardé son téléphone. J'ai éclaté de rire, tellement c'était dans son style. Elle essaie de me convaincre que je suis sa priorité, tout en donnant la priorité à son téléphone et à ses amis plutôt qu'à notre conversation sur notre relation. Je lui ai dit qu'elle devrait partir et que toute cette interaction n'avait fait que renforcer ma décision de rompre. Elle s'est mise en colère et a dit que j'étais injuste et que je cherchais des raisons pour rester séparés. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de chercher des raisons. Elle m'en donnait de nouvelles en temps réel. Elle est finalement partie vers 21 h. Mais pas avant de m'avoir dit que j'allais regretter d'avoir abandonné quelqu'un qui m'aimait autant qu'elle. Je lui ai dit que si c'était ça l'amour de son point de vue, alors nous avions des définitions très différentes de l'amour. Depuis,
Elle m'envoie des captures d'écran de commentaires de personnes la défendant sur ce post, comme si ça me faisait changer d'avis. Elle m'a envoyé un commentaire qui disait quelque chose comme « Tout le monde mérite de s'amuser avec ses amis ». Et elle a écrit « Tu vois, tout le monde ne me trouve pas horrible ». Je n'ai répondu à aucun de ces messages, car je pense qu'elle passe complètement à côté de l'essentiel. Personne n'a dit qu'elle était horrible parce qu'elle voulait s'amuser avec ses amis. Le problème, c'est qu'elle a toujours donné la priorité à tout le reste avant notre relation, puis s'est énervée quand j'ai arrêté d'accepter le traitement. De plus, et c'est probablement le plus révélateur, j'ai appris par Emma, la petite amie de Tyler, que Sarah racontait une version complètement différente de l'histoire. D'après Emma, Sarah disait que j'étais jaloux de son voyage et que je lui avais posé un ultimatum. Et comme elle refusait d'annuler ses vacances, j'ai rompu par dépit. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais ça montre que Sarah ne comprend toujours pas ou refuse d'admettre ce qu'elle a vraiment fait de mal. Emma m'a aussi raconté quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit que pendant le voyage en Floride, Sarah regardait constamment son téléphone et semblait distraite, comme si elle s'inquiétait de quelque chose à la maison. Emma lui a posé la question et Sarah a dit qu'elle craignait que je sois bizarre à propos du voyage. Sarah savait donc que j'étais contrarié et qu'il y avait des problèmes, mais au lieu d'y remédier, elle espérait juste qu'ils se résoudraient d'eux-mêmes. Puis, quand j'ai cessé d'accepter d'être traité comme une pensée secondaire, elle a agi comme si c'était sorti de nulle part. Je crois que j'en ai fini avec cette situation. Sarah peut raconter la version de l'histoire qui lui fait du bien, mais je sais ce qui s'est vraiment passé et je suis à l'aise avec ma décision.